이제 그만 죽여달라고. 그래, 어떻게 죽여줄까? 자기야, 말해봐. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de Strangers from Hell, qui est une série sud-coréenne adaptée d'un webcomic qui, à la base, a été diffusée en Corée du Sud sur la chaîne OCN et qui, pour nous, est disponible sur Netflix. C'est une série courte, elle ne fait que 10 épisodes et elle donne dans l'horreur psychologique, même si vous êtes allergique au sang, il y en a quand même un petit peu, donc soyez prévenus. Dans cette série, on suit Jang-woo, un jeune homme qui quitte sa province pour monter sur la capitale, donc Séoul, où l'attendent sa petite amie et un boulot offert par un ami. Comme il ne roule pas exactement sur l'or, une fois sur place, il décide de louer la chambre la moins chère qu'il puisse trouver et il s'avère assez rapidement que c'était une idée de merde en fait. Donc déjà l'immeuble est insalubre, la chambre c'est un coup à virer claustro, on vit les uns sur les autres, c'est tellement mal insonorisé qu'on entend les gens respirer dans la pièce à côté et il se trouve qu'en plus les autres, en l'occurrence, ils sont super flippants et Jong-woo se persuade assez rapidement que tous ses voisins d'étage sont des serial killers. Entre ça, le fait que forcément il a du mal à dormir et enchaîne les cauchemars et la pression qui monte au travail, Jong-woo il entame une véritable descente aux enfers. Donc je vous le dis tout de suite, j'ai adoré Strangers from Hell et j'ai pas l'intention de vous gâcher le plaisir de la découverte. Il y a des tas de choses que je vais passer sous silence, notamment des personnages entiers, je vais véritablement me concentrer sur deux. Je veux pas non plus parler de la série de façon trop générique, donc si vraiment vous voulez en savoir le moins possible, retenez simplement que c'est une très bonne série et que je vous la conseille, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Elle réussit son horreur psychologique, son ambiance claustrophobe, les personnages sont complexes et sont intéressants, les acteurs sont très bons et elle développe des thèmes tels que l'effet du regard des autres sur notre perception de nous-mêmes et également la culture toxique du travail en Corée du Sud, mais bien sûr certaines choses sont applicables plus universellement. Donc voilà, c'est une série qui est très bonne et je vous la conseille. Sur ce, je vais en parler un petit peu plus maintenant. Une note, le long de la vidéo, je vais parfois utiliser le mot drama, c'est un terme utilisé pour désigner certaines séries asiatiques de l'Est, rien à voir avec le genre de l'œuvre du tout. Dans ce contexte, il est synonyme de série. J'avais pensé à éviter le terme, mais honnêtement j'y suis trop habituée, il m'échappait tout le temps, donc voilà. Mon expérience de Strangers from Hell s'est faite en deux temps. Dans la première moitié, je me suis beaucoup amusée. Alors bien sûr, j'avais de la compassion pour Jong-woo parce que c'était pas évident ce qui était en train de lui arriver. Néanmoins, je me suis pas mal amusée et en fait, dans la deuxième partie, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal pour lui, à trouver la série de plus en plus pesante, de plus en plus difficile limite à encaisser, ce que j'ai apprécié, mais du coup, c'était de plus en plus triste. Et en ça, mon expérience de Strangers from Hell ressemble un peu à mon expérience de La Métamorphose de Franz Kafka, que j'ai lu juste après avoir lu la série. Et je vous parle pas de La Métamorphose comme ça de façon random parce que je me suis levée ce matin en ayant super envie de parler de Kafka, mais parce que c'est une référence importante dans la série. Le titre original de la série, que je m'en vais prononcer tout de suite, et excusez-moi à l'avance si je le prononce très mal, donc Tainun Jiogida, peut se traduire en français par L'enfer c'est les autres, ce qui est une référence évidente non pas à la métamorphose mais à la pièce de théâtre Huis clos de Jean-Paul Sartre, qui est effectivement une influence importante de la série, mais la métamorphose ne l'est pas moins et c'est une référence également revendiquée puisqu'on voit plusieurs fois le livre à l'écran au fil des épisodes, donc notamment dans l'épisode 1, dans le car qui l'emmène à Séoul, on voit Jong-woo lire le livre, on voit également Moonjo, notre serial killer, le lire le long de la série, et il en cite même plusieurs lignes dans l'épisode 9. Donc rapidement, puisqu'on va en reparler, si vous n'avez pas lu La Métamorphose ou si vous n'en connaissez pas l'histoire, celle de Samsa, un homme qui se réveille un matin transformé en cafard géant sans aucune explication. Alors au début, bon bien sûr sa situation est pas enviable, mais c'est un peu amusant quand même parce que le mec il est transformé en gros insecte et tout ce qu'il turlupine c'est de savoir s'il va pouvoir aller au travail et s'il va être en retard. Mais rapidement, d'autant que c'est un livre plutôt court, sa situation se dégrade, se fait de plus en plus tragique et le livre devient de plus en plus triste. Et ben, Strangers from Hell, c'est un peu ça, avec moins de gros insectes et plus de cadavres, du coup ça compense. Alors je vais par contre commencer par le fun et on va garder la déprime pour un petit peu plus tard. C'est vrai qu'à la base, je dois avoir un sens de l'humour douteux parce que moi, l'idée d'un mec qui emménage dans un immeuble et qui se persuade rapidement que tous ses voisins sont des serial killers, ça me fait sourire.
Alors ça me fait pas sourire pour Jungkook parce que lui il est clairement en flip, mais je trouve que l'idée est amusante. Alors évidemment après ça va dépendre de l'exécution, mais là même dans l'exécution il y a des moments qui sont drôles en fait. Genre quand la série va utiliser ce cliché de je suis dans la rue et subitement j'aperçois un mec qui devrait pas être là, puis il y a une voiture qui passe et du coup le mec il disparaît derrière, genre il a couru très très vite pour aller se planquer derrière une poubelle. Ou bien il y a une scène que j'adore où Moonjo, donc notre serial killer, plaisante à Jungkook qu'il est en train de lui faire manger de la chair humaine et c'est la pire blague possible dans ces circonstances. Et à la fois, c'est typiquement le genre de blague que je pourrais faire au dîner. La différence, c'est que moi, j'ai pas la mise en scène en fait qui va avec. Donc moi, j'obtiendrai juste un silence un peu gêné parce que c'est une blague pourrie. Alors qu'avec Munjo, tu rigoles de façon un peu gênée aussi, mais t'es pas trop sûr de si tu dois le prendre au sérieux. Donc à la fois, c'est drôle pour nous et à la fois pour Jungkook, t'as envie de lui dire, mec, méfie-toi parce qu'on sait jamais. Et par ailleurs, Moonjo, alors on peut pas parler de romance, mais Moonjo, il a clairement une forme de crush sur Jungkook. Et des fois, je me mettais à la place de Jungkook et ça donnait les scènes de flirt les plus malaisantes au monde. C'est-à-dire que j'ai connu de la drague relou, voire même un peu inquiétante, mais pas à ce point, clairement. De même, j'ai eu des voisins un peu envahissants et un peu flippants, mais Jungkook, il opère à un tout autre niveau. Et ça a quelque chose d'amusant aussi de voir ces situations familières, mais poussées à leur exagération. Un autre truc qui me faisait sourire et à la fois soupirer un petit peu, c'est que des fois on avait envie de secouer Jungwoo et de lui dire mais qu'est-ce que tu fous encore là? Moi il y a des trucs franchement en une seconde après ça je me serais cassé, j'aurais même pas pris mes affaires, je me serais taillé. Et ça aussi c'est un classique de l'horreur et de toutes les histoires notamment de maisons hantées où il y a des familles qui insistent pour rester dans leur baraque et t'as envie de leur demander mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Malheureusement la réponse à cette question c'est bien souvent la même, à savoir que et ben pour déménager, il faut avoir les moyens et souvent dans ces histoires-là, les gens ils ne les ont pas et là Jungwoo ne les a pas non plus. On pourrait se dire comment il pourrait aller crécher chez sa petite amie ou chez un collègue, mais plus la série avance et plus Jungwoo est isolé des autres et donc même ça c'est pas même ça ce n'est pas une option et oui la déprime est totale. Mais j'avais dit que je gardais la déprime pour plus tard donc pour le moment on reste sur le fun et donc Strangers from Hell c'est un thriller et c'est un thriller réussi. Il y a du suspense, on a toujours envie de savoir la suite. Et en plus, Munjo fait un antagoniste charismatique. Vous savez, c'est ce genre d'antagoniste où on a envie qu'il se fasse choper et à la fois il est tellement bon à pas se faire choper que moi en tout cas il y avait une partie de moi qui avait envie un peu de voir jusqu'où il pouvait aller sans se faire arrêter. Et donc, j'avais un peu le cul entre deux chaises dans les scènes avec la police, parce que d'un côté, j'étais là à dire à la police, mais allez-y, chopez-le là, qu'est-ce que vous me foutez? Et de l'autre côté, à Munjo, j'avais envie de dire, ouais, vas-y, évite les questions, tu peux le faire, tu peux les avoir, tu peux t'en sortir. Bref, l'acteur Lee Dong-wook, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je pense que c'est ma performance favorite de lui à ce jour, ou en tout cas une de mes performances favorites de lui à ce jour, je le trouve très bon. Il y a quelque chose d'un peu Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux, dans la façon dont il joue Monjo, c'est-à-dire que il est poli, il présente bien, il y a même un peu de séduction et à la fois il a ce regard fixe, pas naturel, qui fait que il a toujours un peu cet air de prédateur qui regarde sa proie. L'immeuble où emménage Jungwoo s'appelle Studio Eden et on peut voir un petit peu Monjo comme le serpent qui chercherait à séduire et à corrompre l'innocent, en l'occurrence Jungwoo. Bref, le mec il est menaçant et en plus avec l'éclairage qui aide bien et toutes les mises en scène, c'est le genre de type auquel t'as pas envie de tourner le dos. Ou que t'as pas envie de croiser à moins d'1 kilomètre ou même 30, même si Dongwook est très joli, puisqu'il est toujours très joli, et en l'occurrence, il est surtout très bon. Et en face, Im Shi-wan, dans le rôle de Jungwoo, est tout aussi bon. Il fait vraiment ressentir la fatigue progressive de Jungwoo, à la fois psychologique et physique. Il fait ressentir toute sa détresse, et je me suis sentie de plus en plus mal pour lui. Et aussi, il est très joli également, parce que de toute façon, dans cette série, tout est très joli. La série nous donne assez rapidement une idée d'à quoi nous attendre. Donc l'épisode 1 débute déjà par le générique de début qui ne nous montre en fait aucun personnage ou en tout cas aucun visage de personnage et qui à la place s'attache à nous présenter détail par détail le décor de l'immeuble qui va être essentiel pour la série puisque c'est là que Jungwoo va se retrouver piégé, sinon physiquement au moins psychologiquement. L'endroit est insalubre, sombre, sale, c'est vraiment le genre d'endroit où quand tu rentres dedans t'as qu'une envie c'est en sortir direct et avec un peu de chance, tu peux. Et après ça, l'épisode 1 nous donne un flash forward. Alors c'est un peu compliqué parce que dans cette série, on peut jamais être super sûr
de ce qu'on nous montre, mais a priori ça se présente comme un flash-forward. Et donc on commence en contre-plongée avec la pluie qui nous tombe dessus et derrière une voix, que ce soit à la télé ou à la radio, qui nous dit qu'il y a un typhon qui approche. Donc direct, on est en position de faiblesse avec une tempête qui s'annonce. Alors je vous décris pas tout, mais on va voir aussi Jong-woo se faire traîner dans les couloirs en nous parlant en voix off d'enfer. Il y a la musique qui est très belle et lancinante un petit peu et qui donne l'impression de sombrer dans un état second et qui est sombre quand même un petit peu. Et on va terminer ça en se rapprochant de plus en plus du visage de Jong-woo, ce qui a du sens puisqu'une grande partie de la série vise à nous montrer ce que Jong-woo a dans la tête, tandis que lui sombre dans un véritable cauchemar. Donc voilà, c'est une entrée en matière qui est tendue et qui est brutale et qui directement nous pose l'ambiance de la série, nous donne une idée des thèmes qu'elle va développer et également nous présente ses ambitions esthétiques. C'est une très belle série dans le genre cauchemar claustrophobe. Une précision pour les gens qui n'ont pas l'habitude des séries sud-coréennes, en Corée du Sud, il y a certaines choses qui ne sont pas le droit de montrer à la télévision. Ce qui signifie que certaines choses sont censurées. Donc le drama crée des tableaux véritablement infernaux où il y a pas mal de sang, mais à côté de ça, ils vont flouter les lames de couteau quand elles sont accompagnées d'une intention de nuire, ou bien ils vont flouter certaines coupures ou certaines blessures. Alors personnellement, c'est un procédé que je trouve toujours assez ridicule et surtout carrément hypocrite parce que la série est clairement hyper violente, d'où tu vas flouter quelques lames de couteau en espérant que ça fasse quelque chose. Enfin bon bref. Souvent, c'est quelque chose qui me sort d'une série parce que je trouve ça vraiment trop risible. En l'occurrence, l'ambiance est suffisamment réussie pour que ça n'ait pas été le cas. C'est une série qui est très immersive, en particulier quand on est dans l'immeuble, on a tendance à oublier un petit peu que le monde extérieur existe. Un fun fact, au passage, donc Jong-woo, il habite au 3e étage et quand on est dans l'immeuble, on passe le plus clair de notre temps entre les étages 3 et 4. Et en Corée du Sud, comme dans plusieurs autres pays asiatiques du Sud-Est, le 4, c'est pas un chiffre qui est très apprécié, parce que dans sa prononciation sino-coréenne, il se prononce ça, ce qui est proche de la prononciation du mot pour mort, et donc c'est un chiffre qui est censé porter malheur. En Corée du Sud, cette superstition est un peu moins violente, mais apparemment il y a quand même des ascenseurs dans lesquels le chiffre 4 n'est pas écrit 4, mais F pour fort en anglais, histoire d'éviter la prononciation qui fâche. Donc Jong-woo, il habite juste en dessous de l'étage de la mort, et effectivement, il vaut mieux pas y monter. À côté de ça, la série développe une belle ambiance bien claustrophobe, tout paraît super étroit en grande partie parce que tout est super étroit. Les couloirs sont étroits, les chambres sont étroites, je vous l'ai dit, on vit véritablement les uns sur les autres. La série aime bien également enfermer ses personnages dans des sortes de boîtes en plaçant la caméra à des endroits stratégiques et en utilisant l'architecture du building, donc souvent ils sont comme dans des sortes de rectangles lumineux, on pourrait presque rapprocher ça d'images de cercueils, d'autant qu'autour le noir est très très noir, et on a l'impression que la lumière pourrait s'éteindre à tout moment et que ce serait vraiment vraiment pas bon. Il y a aussi plusieurs scènes de cauchemar très réussies où tout se mélange, le passé, le présent, la réalité, les voix des gens, et c'est à la fois fascinant et bien fait et à la fois assez angoissant parce qu'après tout ce sont des cauchemars. Et la série soigne également beaucoup ses transitions, c'est-à-dire qu'elle s'arrange pour qu'il y ait des liens véritablement entre chaque scène. Donc ça peut être des liens thématiques, donc par exemple un personnage va parler de quelque chose et dans la scène d'après on va voir ce quelque chose ou du moins quelque chose en rapport. Souvent ce sont des liens visuels, donc par exemple on va commencer une action dans une scène et la terminer dans une autre. Ou bien la caméra va se focaliser sur une forme qui appartient, mettons, à un objet, et transitionner vers cette même forme, mais sur un objet différent. Bref, ce genre de truc. Et non seulement je trouve ça agréable, parce que voilà, c'est fluide, c'est agréable pour l'œil, mais en plus, je trouve que ça crée l'effet d'un cheminement de pensée. Donc vous savez, quand vous réfléchissez, vous passez d'une idée à une autre avec des sortes d'idées charnières, des liens entre chaque idée. Et là, c'est l'effet en fait que ça me fait, et je trouve que ça a du sens, puisque une grande partie de la série s'attache à nous montrer le cheminement de pensée de Jong-woo qui va d'un état à un autre progressivement, et donc ça me fait apprécier le soin apporté par la série d'autant plus. Je vous l'ai déjà dit, dans Strangers from Hell, il y a eu un tournant pour moi véritablement qui est à peu près à la moitié de la série. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais de la compassion pour Jong-woo, bien sûr, hein, je ne suis pas complètement un monstre, mais je m'amusais quand même pas mal et en fait, à l'épisode 5, lorsque j'ai vu Jong-woo pleurer qui veut pas rentrer chez lui parce qu'il a peur,
Il y a quelque chose qui s'est brisé un petit peu en moi et à partir de là, la série est devenue de plus en plus triste, de plus en plus pesante, ce qui est quelque chose que j'apprécie, parce que bah déjà, pourquoi regarder quoi que ce soit si c'est pour ne rien ressentir? En plus, c'est de l'horreur, l'horreur c'est censé déranger, donc si ça m'a dérangé, ça veut dire que la série a bien fait son travail. Mais c'est vrai qu'en horreur, il y a des trucs que j'encaisse plutôt bien, mais la torture psychologique dont est victime Jong-woo, c'était assez difficile à regarder pour moi. Donc Moonjo, quand il n'est pas occupé à tuer des gens ou à torturer Jong-woo, il est occupé à torturer ses clients, parce que donc Moonjo il est dentiste, et il nous dit à deux reprises que son travail c'est de disséquer, de réarranger et de reconstruire. Et c'est ce qu'il semble vouloir faire avec Jong-woo finalement, le reconstruire à sa guise, et pour ça ça implique d'abord de le briser pour le réduire en fait en morceaux, morceaux qu'il pourra ensuite manipuler pour en faire ce qu'il veut. Un truc important à noter, c'est que Jong-woo est une victime idéale. C'est-à-dire que si Moonjo a une chance de le briser, c'est pas juste parce que Moonjo il est super fort, mais aussi parce que son travail a été prémâché par une société qui ne prend que très peu soin des gens en bas de l'échelle. Jong-woo n'est pas notre seul exemple. On a aussi Jong-hwa, la policière que personne n'écoute, parce que bah, déjà elle est en bas de la hiérarchie au boulot, mais en plus c'est une femme dans un milieu majoritairement masculin, ce qui la place encore plus bas sur l'échelle, parce qu'elle cumule. Et Jong-woo, lui, bon, bah, on l'a déjà vu, il est dans une situation précaire financièrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il habite au studio Eden. Du reste, parfois, on a envie de se demander pourquoi Monjo, il n'est pas allé sévir dans un immeuble qui attirerait plus de gens. Mais en fait, c'est stratégique. Vous savez, c'est comme ces emails et d'arnaques que vous recevez avec des princes nigériens qui veulent vous filer toute leur fortune en échange d'un coup de main. C'est tellement gros qu'on a envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas plus fin? Personne va se laisser prendre à ça. Mais en fait, c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est gros, ce qui signifie que les seules personnes qui vont répondre à ce genre de truc, bon, sauf quelques trolls, sinon les seules personnes qui vont répondre, ce sont les gens qui sont suffisamment vulnérables et suffisamment naïfs pour se laisser avoir. Donc comme ça, les arnaqueurs, ils perdent pas leur temps, ils sélectionnent leur proie. Et ben le studio Eden, c'est un piège qui est bien foutu comme ça, c'est-à-dire que on n'habite pas là par choix. Si on habite là, c'est qu'on ne peut pas habiter ailleurs ou bien qu'on est un serial killer. Donc c'est un piège qui est bien foutu, qui n'attire que les bonnes proies, c'est-à-dire les proies qui ne pourront pas s'échapper, les proies que la société a suffisamment ignorées jusque-là pour continuer à les ignorer quand elles appelleront à l'aide, et aussi les proies dont l'absence ne sera malheureusement pas remarquée. À côté de ça, au bureau, Jong-woo c'est le petit nouveau, ce qui le place encore une fois en bas de l'échelle, dans une culture du travail où c'est pas bon quoi. Et je vous avoue que pour moi, les scènes de Jong-woo au bureau, c'était les pires. Alors, il n'y a pas que au bureau et dans l'immeuble que Jong-woo se heurte aux autres. On voit notamment qu'il a pas mal été marqué par son service militaire, qui est obligatoire en Corée du Sud et qui est un monde dans lequel la hiérarchie est très stricte. Et dans l'épisode 1, lorsqu'il quitte sa province pour Séoul, qui est une ville quand même avec plus de gens, on voit qu'il se heurte immédiatement à l'indifférence des autres, mais aussi leur malhonnêteté prédatrice. Néanmoins, c'est vrai que la série se concentre particulièrement sur la toxicité au travail, un thème qu'on retrouve dans La Métamorphose de Kafka. Je vous avais dit que je parlais pas de ça de façon complètement random. Donc la raison pour laquelle dans La Métamorphose, Samsa est transformé en insecte géant mais n'a qu'une question à l'esprit, c'est comment je vais aller au boulot, c'est pas parce qu'il surkiffe son travail, c'est parce que sa valeur est calculée en fonction de sa capacité à travailler pour une entreprise que sinon il quitterait volontiers. Dans la série, Jong-woo, sa petite amie et la policière sont trois personnages que l'on voit être régulièrement harcelés et ou humiliés, insultés par leurs collègues, leurs supérieurs hiérarchiques. Et je vous avoue que lorsque Jong-woo avait envie de casser la gueule à son patron ou à ses collègues, j'avais envie de lui tendre la batte en lui disant tiens vas-y tu as ma bénédiction, fais-le quoi. C'était vraiment des scènes qui étaient dures à encaisser pour moi, limite j'avais envie que ce soit le week-end et parce que pour moi, l'immeuble potentiellement infesté de serial killers, c'était largement préférable à l'idée de devoir aller au travail à ce stade. Alors il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est qu'avec l'immeuble, il y a au moins l'illusion de pouvoir, même si c'est compliqué, de pouvoir déménager alors que comment tu quittes une culture entière. Le patron de Jong-woo lui avait promis que dans son entreprise les choses étaient différentes d'ailleurs, mais en fait, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est partout pareil. La seconde explication, c'est que dans l'immeuble, il y a un peu plus l'impression que Jong-woo peut rendre les coups qu'on lui donne. C'est-à-dire que même s'il n'est pas en position de force, si on l'agresse ou si on l'insulte, il peut répondre à ça, alors qu'au travail, bah il peut pas, parce que sinon il perd son emploi, tout simplement. Et c'est vrai que pour moi, il y a un peu un processus d'identification, parce que, alors personnellement, je n'ai jamais suspecté tous mes voisins d'être des serial killers. J'ai jamais été stalké par un serial
killer, je pense en tout cas. En revanche, j'ai dû tenir ma langue face à des patrons qui abusaient, que ce soit avec des remarques sexistes ou bien en me faisant endosser des responsabilités que j'aurais jamais dû avoir sur les épaules ou en me faisant travailler des heures qui ne m'ont jamais payé. Donc c'est vrai que en voyant Jong-woo au travail, je retrouvais un peu ma frustration de l'époque de ne pas pouvoir l'ouvrir. En plus, je ressentais celle de ne rien pouvoir faire pour Jong-woo vu que c'est un personnage fictif et il y a un écran entre lui et moi. Et en plus, je m'identifiais à sa frustration à lui qui ne faisait qu'augmenter au fil des épisodes. Et ça aussi, ça contribuait à faire de lui une victime idéale parce qu'il n'était pas juste vulnérable, il était aussi corruptible. Moonjo fait miroiter à Jong-woo une réalité dans laquelle Jong-woo aurait enfin du contrôle, ne serait plus une proie, mais un prédateur. Alors en fait, en vérité, même dans le monde de Moonjo, il y a quand même un sens de la hiérarchie et Moonjo resterait au-dessus de Jong-woo. Donc en ça, il n'est pas complètement différent du patron qui avait promis à Jong-woo que son entreprise était différente des autres. Mais néanmoins, pour quelqu'un qui n'a aucun contrôle comme Jong-woo, l'idée de se hisser au moins au-dessus de ceux qui l'écrasent actuellement, c'est pas compliqué de comprendre pourquoi ça a de l'attrait pour lui. Bien sûr, c'est pas suffisant, ça suffit pas à faire basculer quelqu'un. Donc une étape super importante, comme dans la plupart des relations abusives, c'est d'isoler la victime. Et c'est assez glaçant de constater à quel point c'est facile en fait. Dans la métamorphose, donc toujours de Kafka, la famille de Samsa participait activement à la déshumanisation de Samsa en l'isolant tout en se félicitant de leur bon cœur, dis donc. Et dans Strangers from Hell, c'est assez triste de constater à quel point l'entourage de Jong-woo ne fait preuve que de très peu de compassion, d'empathie, d'écoute. J'avais envie de leur hurler, mais bordel, vous allez l'écouter quoi. C'était même pas que qu'il le croit pas, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que son immeuble est infesté de serial killers, je peux comprendre, franchement. Mais le mec, il est clairement en panique. Quand ton copain, il en est à chialer qu'il a pas envie de rentrer chez lui, ou quand il en est à supplier ses collègues de le laisser dormir chez eux, c'est qu'il y a un problème. Faut l'éloigner de cet endroit. Je veux dire, même si le mec, il s'imagine des trucs, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Du coup, ça aussi, ça faisait monter un petit peu la frustration, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'on vit les choses comme Jong-woo, qui lui-même est hyper frustré que personne ne l'écoute. On est vraiment dans l'immersion, dans le point de vue de Jong-woo, et tandis qu'il perd ses repères, on perd nos repères également. Alors comme je vous le disais, il y a pas mal de scènes de cauchemar dans cette série et ce ne sont pas les seules scènes non réelles qu'on nous montre. C'est-à-dire que plusieurs fois, le drama va jouer une scène et s'arrêter au milieu pour nous dire qu'en fait non, tout ça c'était pas réel, c'était un fantasme souvent violent de Jong-woo, donc c'était tout dans sa tête. Et ça a plusieurs effets. C'est-à-dire que depuis le début du drama, Jong-woo il est plongé en enfer avec l'envie pressante d'en sortir. Mais au fil de la série, il y a une question presque plus flippante qui commence à se poser. Et si c'était sa place? Et s'il avait sa place dans cet enfer? Et si ça avait toujours été sa place? Et le fait que ces fantasmes violents commencent tôt, ça participe à se poser la question. En plus, entre ces fantasmes-là et les cauchemars qui brouillent un peu les souvenirs, on commence à se demander si l'inconscient de Jong-woo n'essaie pas de lui dire quelque chose en fait. Puis il y a un autre effet à toutes ces scènes qu'on nous présente d'abord comme réelles et en fait non, c'est-à-dire qu'on commence à douter un petit peu de ce qu'on voit. C'est même, vous savez, quand je vous parlais là des clichés des gens qui apparaissent dans la rue et puis la voiture passe et finalement ils disparaissent, on commence à se demander est-ce qu'ils étaient vraiment là à la base ou est-ce que c'est juste Jong-woo qui les voyait. En fait, la série nous plonge dans un état progressif de paranoïa et j'en venais effectivement à douter de tout et de tout le monde, Jong-woo y compris. On ne pouvait plus compter sur ce qu'on nous montrait, on ne pouvait plus compter sur la perception de Jong-woo et lui perd pied et nous on perd pied avec lui. Il est de plus en plus fatigué à la fois psychologiquement et physiquement et forcément ça le laisse aussi très vulnérable aux influences extérieures. J'en viens donc enfin à parler de Huis clos, la fameuse pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, qui a pour thème principal le regard des autres et son effet sur nous. Pour résumer rapidement, dans Huis clos, 3 personnes décédées arrivent, sont envoyées en enfer, et en enfer, il n'y a pas de torture physique ni de flamme, c'est juste une pièce quasiment vide dans laquelle ils vont devoir passer l'éternité ensemble. La torture, en vérité, pour chaque personnage, c'est le regard des deux autres qui les juge, qui les interprète et qui déterre certains secrets qu'ils auraient bien voulu garder enfouis. Il y a peut-être un peu de ça aussi dans Strangers from Hell, parce que Moonjo a clairement vu quelque chose chez Jong-woo, et donc la question c'est est-ce que Moonjo a vu derrière le masque de Jong-woo, est-ce qu'il a vu un secret que Jong-woo aurait cherché à cacher à la fois aux autres et peut-être même à lui-même.
Un truc important à noter, c'est que en enfer, il n'y a pas de miroir, c'est-à-dire que les personnages ne peuvent pas se voir eux-mêmes, mais doivent compter sur le regard des autres, donc en fait les autres deviennent leur miroir. Le problème étant que les gens ne sont pas des objets, ils sont pas si objectifs que ça, et renvoient forcément à un reflet déformé. La fameuse phrase «L'enfer c'est les autres» qui donne son titre à la série, et la citation la plus connue de cette pièce, clairement, et ne signifie pas que les autres vont forcément nous faire du mal physiquement, ni même que leur présence physique est intenable dans le genre, par exemple, quand vous allez à la plage et qu'il y a un parasol tous les 1 mètre. Non, ce que ça signifie, c'est que nous construisons notre image de nous-mêmes en partie à travers le regard des autres, on intériorise leur jugement, ce qui signifie que si nos relations avec ces autres sont négatives ou toxiques ou abusives, forcément ça influe sur leur image de nous, on intériorise cette image-là et ça devient rapidement intenable, ça devient infernal. D'où l'enfer, c'est les autres. Donc la question, ça devient, d'accord, Moonjo, il a clairement vu quelque chose chez Jong-woo, mais est-ce que ce quelque chose, il est bien là? Ou est-ce que Jong-woo ne commence à le voir que parce que c'est le reflet que lui renvoie Moonjo, qui est un miroir tout sauf fiable? Et si jamais Jong-woo se met à trop croire au reflet que lui renvoie Moonjo, est-ce qu'il ne risque pas de commencer à véritablement changer pour coller à ce reflet? Dans l'épisode 1, un chauffeur de taxi dit à Jong-woo que d'après lui les hommes naissent mauvais. Jong-woo, notre policière, elle semble avoir une position différente. 넌 사람이 왜 이상해지는지 아냐? 네? 내가 이상한 게 아니라 주변에서 그렇게 만드는 거야. 어? 나는 그대로고 똑같은데 주변에서 이상하다 미쳤다 이러면 왜 나만의 사람이 있냐? 그건 그렇긴 한데. Dans la métamorphose, pour y revenir, Samsa se réveille transformé en cafard géant et c'est pas complètement random comme choix, c'est-à-dire que bon déjà il allait pas se réveiller en petit lapin tout mignon parce que sinon sa famille aurait probablement pas réagi de la même façon, fallait que ce soit un animal qui provoque un peu quand même le dégoût et le rejet, mais ça aurait pu être autre chose et je pense que le cafard a été choisi parce que la valeur de Samsa était calculée par rapport à sa capacité à travailler dans une entreprise où il était traité en insecte. Donc en fait, Samsa est devenu ce qu'on lui répétait qu'il était. Jong-woo, le long de la série, on lui renvoie une image très négative de lui-même, et donc la question c'est est-ce que Jong-woo a toujours été un cafard sous un masque humain derrière lequel Moonjo et ses collègues auraient vu, ou bien est-ce qu'il est en train de se changer en cafard parce que c'est l'image qu'on lui renvoie, parce qu'on lui répète que c'est ce qu'il est? Est-ce qu'il est transformé ou est-ce qu'il est révélé? Est-ce qu'il a une chance de devenir quoi que ce soit d'autre, d'inverser le processus ou de le stopper? Et c'est ce que vous verrez si vous décidez de regarder la série. En tout cas, moi, j'étais en suspense, j'avais envie de savoir, et j'espérais très sincèrement que Jong-woo allait prouver tort à tout le monde. Je pense que c'est assez évident, j'ai adoré cette série. Elle est hyper prenante. Alors bon, personnellement, je l'ai pas enchaînée parce qu'elle est quand même assez éprouvante et que je voulais prolonger la souffrance, vous comprenez? Mais elle est parfaite à binger quand même parce que y a du suspense et que comme elle ne fait que 10 épisodes, il n'y a pas de temps mort. La tension ne se relâche jamais. Les personnages sont complexes, les acteurs sont très bons, l'ambiance est très réussie, visuellement c'est très beau, et en plus il y a des thèmes que je trouve personnellement intéressants, donc c'est une série que je vous recommande. Sur ce les gens, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous retrouve en 2022 pour une prochaine vidéo.